We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Le célèbre discours, reconnu mondialement sous la dénomination I Have a Dream, prononcé le 28 août 1963 par le Dr Martin Luther King, après la grande marche sur Washington, la capitale des États-Unis, a totalisé 50 ans ce mercredi 28 août 2013. Ce jour-là, près de 300 000 personnes descendirent dans la rue pour manifester contre les inégalités et exiger de l'emploi et de la liberté pour tous. Dans son allocution, le Dr King commença par évoquer la proclamation d'émancipation. Ensuite, il fustigea les inégalités persistantes de l'époque. Pour lui, tous les hommes ont été créés égaux. Réagissant à cette actualité, le coordonnateur du programme Recherche et Documentation sur la route de l'esclave, en partenariat avec le Centre culturel américain en RDC, Jean-Christophe Elembo, estime que ce discours a dépassé les frontières américaines et reste à jamais vivant. Car il fait partie des instruments qui ont changé pratiquement la vision du monde par le rapprochement entre les différentes communautés. Et c'est pratiquement un des messages de paix que nous avons connu au XXe siècle. Le rêve de Martin Luther King est vivant. Par ailleurs, certains observateurs pensent que l'avènement d'un président noir à la tête des États-Unis est l'un des éléments qui approuvent la pertinence du rêve de Martin Luther King. En effet, ces rêves ne concernaient non simplement les États-Unis d'Amérique, mais aussi et surtout l'humanité dans son ensemble, disent-ils. Avec l'appui du projet d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en RD Congo et d'amélioration de l'assainissement urbain à Kinshasa, PARO en sigle, le comité communal de développement COCODEV a organisé un atelier de formation à l'intention des pères éducateurs et sensibilisateurs en vue du renforcement de leurs capacités afin de mieux se déployer dans la commune de Kasavubu. Pendant 2 jours, les participants auront à apprendre comment sensibiliser les habitants de la commune de Kasavubu à lutter contre l'insalubrité. L'atelier de renforcement des capacités des pères éducateurs d'abord s'organise dans le cadre de la campagne d'éducation et de sensibilisation de la population à la culture de la salubrité. Et ici, nous sommes dans la commune de Kasavubu. C'est un programme du projet PARO, qui est un programme de l'Union européenne. Ce que nous poursuivons comme but, c'est arriver d'abord à former des personnes qui descendront sur le terrain, qui prendront contact avec la population, afin que la population puisse changer le comportement à ce qui concerne la gestion des déchets ménagers. Il s'y de signaler que le comité communal de développement COCODEV couvre 9 communes de la ville-province de Kinshasa et envisage d'atteindre toutes les 24 communes que compte cette ville. Les Léopards de la RDC accueillent ce vendredi 30 août les Lions indomptables du Cameroun au stade TP Mazembe à Lubumbashi. C'est pour les comptes du match retour du barrage des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui sera organisé l'année prochaine en Afrique du Sud. Le protégé du sélectionneur Santos Moutoubilé avait remporté la manche aller au Cameroun sur les scores d'1-0. Ainsi, les Léopards locaux sont appelés à conserver leur avantage pour se qualifier au CHAN qui est à sa 3e édition. Rappelons que la première édition a été remportée par les Congolais en 2009 en Côte d'Ivoire. Lors de la 2e édition au Soudan, ces derniers ont été éliminés en quart de finale par la Tunisie. Depuis quelques jours, la vie quotidienne semble avoir repris ses droits en Égypte. Dans les rues du Caire, banques et commerces ont réouvert leurs portes après des semaines d'intenses manifestations. Quand les manifestations ont commencé, nous avons tout fermé, mais maintenant que c'est calme, nous avons ouvert nos magasins pour reprendre le commerce et gagner nos vies. Mais tout est lent. Il n'y a pas de dynamisme, pas d'esprit, contrairement à avant. Nous ne vendons pas, nous faisons de gros rabais pour attirer les clients, mais cela ne fonctionne pas. Les commerçants espéraient beaucoup de cette année 2013, notamment les professionnels du tourisme. L'instabilité a pourtant poussé de nombreuses personnes à ne pas se rendre dans le pays, fragilisant un peu plus l'économie.
Quand j'ai dit à mes parents que je venais au Caire, ils se sont tout de suite opposés car les nouvelles que donnait la télévision italienne sur l'Égypte étaient terrifiantes. Mais je suis là. Quant aux habitants, leur regard se tourne désormais vers l'avenir. Beaucoup souhaitent l'interdiction pure et simple de nouvelles manifestations qui risqueraient de perturber à nouveau leur quotidien. Les choses reviennent à la normale. Le couvre-feu était à 7 heures. Maintenant, il est à 9 heures et on voit beaucoup de gens se déplacer. Dieu merci, la situation du pays s'est améliorée sans les frères musulmans. Malgré cette apparente accalmie, les tensions sont loin d'être retombées. Les forces de l'ordre restent très présentes dans les rues des principales villes égyptiennes. Le couvre-feu est toujours imposé dans une douzaine des provinces. Les défis que le nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta devra relever sont nombreux. Le premier d'entre eux, redonner au pays son dynamisme, mis à mal par plusieurs mois de crise politique. Redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social pour que tous les Maliennes et tous les Maliens profitent des progrès que nous ferons, que nous ne manquerons pas de faire. Les attentes sont en tout cas nombreuses, notamment du côté de la jeunesse malienne. La relance de l'économie et la création d'emplois figurent parmi leurs priorités. Nous les jeunes ici, nous nous appelons la génération sacrifiée. Parce qu'on n'a rien. On ne peut pas étudier ni travailler, même si on étudie. Les diplômes n'ont pas de valeur. Parce que même les enseignants, ils sont mal formés. Et rien ne marche dans le pays. On veut montrer aux autres pays du monde que nous sommes capables de quelque chose aussi. Donc on a l'espoir quand même qu'Iveka va amener des changements économiques, financiers dans le domaine de l'emploi, de l'agriculture, tout quoi. Enfin, Ibrahim Boubacar Keïta sera attendu sur sa gestion de l'armée et des différends qui perdurent entre l'État et la minorité touareg. Point de départ en janvier 2012 de la crise qui mena au renversement de l'ancien chef de l'État Amadou Toumani Touré, puis au conflit armé face aux groupes islamistes dans le nord du pays. Les défis que le nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta devra relever sont nombreux. Le premier d'entre eux, redonner au pays son dynamisme, mis à mal par plusieurs mois de crise politique. Redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social pour que tous les Maliennes et tous les Maliens profitent des progrès que nous ferons, que nous ne manquerons pas de faire. Les attentes sont en tout cas nombreuses, notamment du côté de la jeunesse malienne. La relance de l'économie et la création d'emplois figurent parmi leurs priorités. Nous les jeunes ici, nous nous appelons la génération sacrifiée. Parce qu'on n'a rien. On ne peut pas étudier ni travailler, même si on étudie. Les diplômes n'ont pas de valeur. Parce que même les enseignants, ils sont mal formés. Et rien ne marche dans le pays. On veut montrer aux autres pays du monde que nous sommes capables de quelque chose aussi. Donc on a l'espoir quand même qu'Iveka va amener des changements économiques, financiers dans le domaine de l'emploi, de l'agriculture, tout quoi. Enfin, Ibrahim Boubacar Keïta sera attendu sur sa gestion de l'armée et des différends qui perdurent entre l'État et la minorité touareg. Point de départ en janvier 2012 de la crise qui mena au renversement de l'ancien chef de l'État Amadou Toumani Touré, puis au conflit armé face aux groupes islamistes dans le nord du pays. Ce n'est pas une surprise, le Premier ministre du Togo, Artem Ahomey-Zounou, a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce mardi soir. Elle était attendue depuis la publication officielle des résultats du scrutin législatif. C'est ce que prévoient les textes fondamentaux du pays. C'est une information rapportée par les sources de la présidence. Et je crois que cela va dans l'ordre normal des choses parce que cela fait plus d'un mois que les élections législatives ont été organisées. Le Parlement est rentré en session de droit, donc tout le monde s'attendait à cette démission et donc selon les informations, le président de la République a accepté la démission du Premier ministre. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, après avoir accepté la démission du gouvernement, a chargé le Premier ministre d'expédier les affaires courantes. Le président devrait nommer dans les prochains jours un nouveau Premier ministre qui sera chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale. Le choix de la ville hôte de la 20e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme n'a pas été choisi au hasard.
C'est à Livingstone, capitale touristique de la Zambie, que les officiels africains et internationaux ont décidé de se réunir pour évoquer les opportunités liées à ce secteur en Afrique. C'est un coup de publicité extraordinaire pour le Zimbabwe et la Zambie. Avec cette rencontre, nous pouvons montrer les beaux sites touristiques de la Zambie et du Zimbabwe, comme les chutes Victoria sur le fleuve Zambèze. Nous profitons de l'occasion pour remercier la SADC, notre organisation sous-régionale, le continent africain, sans oublier l'OMT qui nous a donné cette faveur et ce privilège d'accueillir cet événement. La Zambie accueille chaque année plus d'1 million de touristes, grâce notamment à la richesse de sa savane. Un chiffre que le gouvernement promet d'améliorer en prenant des décisions radicales afin de protéger la faune. Son voisin, le Zimbabwe, a quant à lui annoncé la construction prochaine d'un complexe Disneyland d'un coût de 300 millions de dollars à quelques mètres des célèbres chutes Victoria. Une annonce surprenante mais qui n'inquiète pas les acteurs locaux du tourisme, qui au contraire saluent cette volonté de moderniser le secteur. La culture est dynamique, tout est dynamique, tout autour de nous change. Vous savez, la façon dont nous faisons les choses n'est pas la façon dont mes ancêtres faisaient les choses. Il faut accepter la modernité. Le monde évolue, personne ne peut arrêter la mer avec ses bras. Les participants de ces assemblées générales le savent, la croissance du tourisme repose principalement sur les infrastructures, l'amélioration de la connectivité aérienne sur le continent et les questions liées au visa. C'est d'ailleurs sur ces thèmes que les tables rondes se poursuivent jusqu'à ce jeudi. Si vous n'avez pas eu le temps de faire un tour dans vos kiosques à journaux, Page Info vous invite à faire un clin d'œil dans la publication du journaux Paris c'est jeudi dans la capitale. Autant des titres publiés dans la presse de ces jeudi, Paris dans la capitale congolaise. Démarrons cette rang de la presse écrite par la Référence Plus qui décline l'embrasement de la région du Grand Lac, d'où Kinshasa et Kigali déjà en état de guerre. Le même journal renseigne que la guerre est déjà clairement déclarée entre Kinshasa et Kigali après la reprise il y a 4 jours de combats autour de Goma. La chute des obus sur Goma, la mort d'hommes aura été la goutte qui a fait déborder la vase. Malgré cela et malgré le multiple rappel à l'ordre de la communauté internationale, se laisse aller à une suspecte commisération. Sur le plan politique, Kigali s'est ouverte opposée à toute possibilité de dialogue avec son opposition qu'il réduit stratégiquement au CLFDLR. Même si au sein des groupes ainsi figure une jeune génération sans rapport avec les génocides, le Rwanda exploite comme fonds de commerce. Sinel la consoeur. Dans un autre registre, au moment où les politiques congolais s'activent pour la tenue des concertations nationales, la communauté internationale réchauffe Kampala titre le potentiel. L'RDC joue sa survie entre l'imminence des concertations nationales à Kinshasa et la relance des pourparlers de Kampala. Dans cette partie des pickpocks s'insère inexorablement la réponse des hostilités autour de Goma. La crise dans le Grand Lac et des rechefs à la une de l'actualité de la communauté internationale opte pour une solution politique en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC. Cette option accorde, à n'en point douter, priorité au réchauffement de la piste mise en veilleuse dans la capitale ougandaise, estime le potentiel. Forum des As, quant à lui, reprend la levée du ton de la Grande-Bretagne concernant les atrocités à l'est du pays, en titrant dans sa manchette « Londres condamne les attaques du M23 à Goma ». Les récentes escalades des rebelles du M23 sur la ville de Goma qui ont coûté la vie à la population civile ont poussé les gouvernements britanniques à réagir. C'est un communiqué émanant de l'ambassade de ce pays en RDC. Le ministre britannique des Affaires pour l'Afrique a condamné fermement les attaques du M23. Mark Simon en a appelé à tous ceux qui ont de l'influence d'agir sur ces mouvements afin d'aider à mettre un terme au conflit à l'est de la République. Le palmarès revient sur les concertations nationales qui est fixé pour le 4 septembre prochain, en mentionnant que Kengo et Minako sommet de respecter la ligne rouge. Pour rien au monde, les concertations nationales ne doivent dépasser le délai leur imparti de 20 jours maximum selon l'esprit de l'ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État convoquant ces assises nationales. Et le même journal projette déjà qu'un danger menace la couverture médiatique des concertations signale. En effet, selon le journal, des sources crédibles nous apprend qu'un loup-garou se prépare à revenir dans la bergerie, d'où il se bat pour qu'on lui confie la gestion du budget pour le média, s'inquiète le palmarès.
Le phare braque son projecteur à l'est du pays pour dire concertation d'abord, la guerre après. Dans cette lourde interrogation, des ONG dénoncent le putsch institutionnel des Kengo pour avoir déclaré publiquement l'imminence de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale à l'issue des concertations nationales. Le coprésident du dit forum ferait l'objet des tirs croisés tant de la classe politique que de la société civile. La dernière réaction à la déclaration du président du Sénat est celle des collectifs des ONG des droits de l'homme fait hier, mercredi 28 août. Terminons cette ronde des journaux parue ce jeudi par La Prospérité qui titre dans sa une sur les propos des commissaires adjointes des Nations Unies aux droits de l'homme, Flavia Panzieri, qui préconise la lutte contre l'impunité pour l'issue de la crise congolaise. En fait, chacun y va de sa recette pour en finir avec l'insécurité dans l'Est de la République. Pour stabiliser le pays, la commissaire préconise le respect des droits de l'homme qui reste une voie possible pour une stabilité durable en RDC. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à la prochaine.